Donc une séquence qui a pour sujet l'intelligence artificielle de confiance. Et pour ça, j'ai le plaisir d'inviter pour en parler David Sadek d'abord. David Sadek est vice-président recherche, technologie, innovation à Thales. Précédemment, et c'est là où j'ai eu le plaisir de le connaître, il était directeur de recherche de l'Institut Mines Télécom, après avoir été directeur de recherche de l'Institut Télécom, et avant directeur délégué à la recherche à Orange. Donc David est docteur en informatique et spécialiste en intelligence artificielle et en sciences cognitives, et il a dirigé chez Orange, en fait, chez France Télécom, R&D je suppose, pendant plus de 15 ans les activités, puis le laboratoire de R&D sur les agents intelligents et le dialogue naturel personne-machine. Donc il est au sein d'Orange, lui qui est à l'origine des premières réalisations technologiques dans ce domaine. Donc il est et a été membre d'un très grand nombre de réseaux et de comités nationaux et internationaux de pilotage, d'évaluation et de recherche. Bon, mais je vais en citer qu'un, puisque l'année dernière, il a été co-animateur de tout le travail qui a été fait sur France IA, le premier travail qui a démarré vraiment la prise de conscience en France de l'intelligence artificielle. Donc David, par ailleurs, a reçu un certain nombre de prix, et donc le prix France Télécom de l'innovation technologique, le prix Orange de l'innovation de service, et le trophée Casque d'or du Forum européen de la relation client. Il est aussi lauréat de la médaille Blondel. Et donc, pour présenter avec David, donc, je vais accueillir aussi François Terrier, donc, qui est chef du département ingénierie logicielle et système au CEA List. Donc, François est chef de ce département, mais aussi professeur à l'INSTN, donc, qui est un institut du CEA. Il a travaillé sur les systèmes experts basés sur les logiques triviales, temporelles et floues. Et depuis 1994, il mène des recherches en ingénierie artificielle. Il est représentant du CEA dans le réseau d'excellence européen sur les systèmes embarqués et la normalisation OMG. Et il a développé des solutions dans lesquelles il a développé les solutions d'ingénierie dirigées par les modèles. Aujourd'hui, il pilote entre autres des activités de recherche sur l'intégration de confiance et d'intelligence artificielle avec des équipes, je me permets de rajouter, à la pointe sur la méthode formelle et l'ingénierie par les modèles. Donc David et François, je vous invite à venir nous parler d'intelligence artificielle de confiance. Merci beaucoup. Donc, voilà. Tu utilises ça et puis... Ça, c'est pour avancer, voilà. C'est ça? D'accord. Merci beaucoup, Jean-Noël, pour cette introduction. De temps en temps, on dit, tiens, c'est tout à fait comme quoi les années passent, quoi. Non, mais les bios s'allongent et les années passent. Bonjour à tous et merci d'être là. Merci pour cette invitation aussi par le CEA. J'ai le plaisir de faire cette présentation avec François. C'est venu comme ça, en discutant un jour avec Philippe Watteau, en disant tiens, ça serait peut-être sympathique d'avoir quelque chose à deux voix qui parle justement de l'intelligence artificielle de confiance, sujet d'intérêt à la fois pour le CEA et pour Thales, et sujet d'actualité brûlante aujourd'hui, et de plus en plus brûlante, si j'ose dire. Donc, en introduction du sujet, donc je vais commencer. François prendra la parole ensuite pour rentrer un peu plus dans les détails. Si j'ose dire, je vais présenter un peu la partie pourquoi, et François va plutôt présenter la partie comment, même si je dirais quand même un peu, je donnerai quelques éléments sur le comment dans ma présentation. Voilà, donc moi j'ai appelé ma partie créer les conditions de confiance dans les systèmes d'intelligence artificielle. Il y a quelques mois de ça, j'ai fait une présentation qui s'appelait, enfin c'était un truc en anglais, mais en gros en français ça s'appelait « Est-ce que le printemps de l'IA va durer ?» Et pour moi, c'était une vraie question, en fait. Donc, vous savez tous qu'on a parlé des hivers de l'IA, que l'IA est sortie de son hiver là, il y a 3-4 ans.
différentes raisons, pour différents événements qui ont fait que les projecteurs ont éclairé à nouveau ce domaine et cette discipline. Cela dit, les gens qui travaillaient en IA, les chercheurs, les technologues, etc., n'ont jamais arrêté de travailler, même si à un moment donné, c'était devenu presque péjoratif de parler d'intelligence artificielle. Enfin, moi, je me souviens très très bien, dans les années 90, fin des années 90, d'ailleurs, on ne disait plus IA pour dire intelligence artificielle, on disait, ça voulait dire informatique avancée, donc c'était parce que c'était gênant de dire je fais de l'IA. Donc les choses ont changé. Et elles ont changé notamment en raison des performances assez remarquables qu'on a pu observer sur un certain nombre de systèmes, d'applications, de technologies. J'en ai noté quelques-unes là, mais qui relèvent toutes plus ou moins d'un domaine qui serait celui de la reconnaissance de forme. Grosso modo, aujourd'hui, c'est là où les systèmes entre guillemets, performent le plus. Donc, qu'ils soient des systèmes de reconnaissance d'images, de paroles, de sons, d'écriture, etc. Donc, en gros, c'est des reconnaissances de forme, visuelles, sonores, etc. Il y a quelques systèmes dédiés aussi, donc, comme les systèmes de jeu, donc, qui ont vraiment fait le buzz. Évidemment, à l'époque, il y a eu la fameuse victoire de Deep Blue sur Kasparov. Ça a fait le buzz, mais c'était retombé. Et donc après, la victoire sur le champion de Go, ça a été vraiment un événement important parce que les Coréens et puis cette partie du monde des personnes qui s'intéressent au fait à ce jeu-là avaient dit que de toute façon, jamais un système artificiel n'arrivera à battre un champion de Go. Et donc voilà, l'histoire les a détrompés. Il y a eu après la même chose avec le poker, où il y a le système Libratus qui avait battu aussi donc une équipe de champions du monde du poker, donc c'était de plus en plus loin. Le Jeopardy aussi qui avait été battu par un système d'IBM, etc. Dans d'autres domaines, il y a aussi les systèmes de diagnostic médical qui montrent aussi des performances tout à fait intéressantes. Et puis la conduite autonome, les véhicules autonomes, on en parle de plus en plus et soulève tout un ensemble de problèmes relatifs aussi aux questions de responsabilité, d'éthique, etc. Je reviendrai dessus un petit peu par la suite. Donc toujours est-il que ces systèmes-là ou ces technologies-là sont principalement des technologies de reconnaissance de forme. Alors lorsqu'on commence à penser maintenant à ce qu'il peut y avoir dans l'inconscient collectif ou même le conscient collectif des gens sur ce qu'est l'intelligence artificielle, lorsqu'on commence à penser à des systèmes avec lesquels on peut dialoguer de manière naturelle, des systèmes qui manipulent du sens commun, qui font de raisonnement de sens commun, des systèmes qui sont capables d'expliquer les décisions qu'ils prennent, par exemple, se pose la question de la continuité entre ce qu'on sait faire aujourd'hui, donc les performances de ces systèmes, et puis justement cette forme d'intelligence artificielle qui n'est pas tout à fait juste le fait de reconnaître des images, des chats dans un ensemble d'images ou des objets du quotidien. Et la question que je posais justement lorsque je disais est-ce que le printemps de l'IA va durer, c'est maintenant la performance de ces systèmes a généré un certain nombre d'attentes. Et est-ce que justement ces attentes-là, est-ce qu'on va pouvoir les satisfaire? Est-ce qu'on a les technologies aujourd'hui pour ça? Et est-ce que la trajectoire entre ce qu'on sait faire aujourd'hui et ces façons de voir ou ces technologies de faire de l'IA qui réellement correspond à une certaine manifestation du comportement intelligent, est-ce que cette trajectoire existe? Est-ce qu'il y a un continuum ou est-ce que c'est vraiment un plafond de verre entre les deux? La réponse n'est pas évidente et je veux dire, si on se laisse aller vraiment rapidement, on aurait tendance à dire il y a un plafond de verre en fait. Il n'y a pas vraiment une continuité, il faut faire autre chose. C'est pas, j'ai dû voir il y a quelque temps là aussi une discussion et une présentation que j'avais vue de Yann Lequin, qui est l'un des pères fondateurs du deep learning, donc ce qui a fait le buzz justement autour de l'IA. Qui commence à dire quelque chose du genre on a fait du deep learning jusqu'à présent, peut-être maintenant il faut qu'on fasse de l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça dépend ce qu'on entend par intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on met derrière ça.
Alors, je pense que les quelques aptitudes que j'ai mentionnées là, et notamment par exemple la capacité d'un système à expliquer son comportement, est une aptitude qui est absolument fondamentale pour l'acceptation d'un certain type de système d'intelligence artificielle. Et en gros, même les autres aptitudes, donc le dialogue naturel humain-machine, le raisonnement de centre commun, etc., sont essentielles, notamment pour une catégorie de systèmes que sont les systèmes dits critiques. Bon, je disais que là, on a vu un certain nombre de performances de systèmes, donc c'était la reconnaissance de forme et c'est un certain nombre de systèmes dédiés. Et lorsqu'on commence à penser à de l'IA un peu plus générale, donc de type assistant personnel, donc qui requiert justement ces capacités de manipulation de sens commun, d'interaction intuitive avec un humain, d'explication de comportement, de décision, et là, justement, toute cette question de est-ce que les technologies dont on dispose aujourd'hui, les technos d'apprentissage, etc., vont pouvoir réellement satisfaire ces besoins et cette manière de voir l'intelligence artificielle. Là, j'ai mis un point là sur ce qu'on appelle l'effet wow, versus ce que les anglo-saxons appellent l'effet WTH, donc what the hell, quel enfer. Et pour un certain nombre de systèmes d'IA, en fait, on peut basculer assez facilement de l'un à l'autre. Je veux dire, on peut très bien être assez impressionné par des manifestations remarquables de certains systèmes, mais ça peut très vite basculer dans la vie de tous les jours, l'utilisation de ces systèmes dans la vie quotidienne. Vous avez un assistant personnel qui vous suggère d'aller prendre votre avion à une certaine heure et que vous lui faites confiance et que vous partez à une certaine heure et puis après vous ratez l'avion, et ça y est, vous basculez de l'autre côté, vous ne voulez plus utiliser ce système parce que la confiance tombe, dit oui, il me recommande des choses qui ne sont pas, qui ne sont pas sûres, donc on perd justement cette notion de sûreté. L'IA de confiance, pour moi, c'est vraiment en fait une condition nécessaire à l'adoption de certains systèmes, certains types de systèmes, comme je disais, et notamment les systèmes dits critiques. Les systèmes dits critiques, je ne parle même pas des systèmes qui sont critiques pour la vie humaine, mais où les comportements de ces systèmes peuvent impacter de manière assez lourde la vie quotidienne, par exemple. Je veux dire, je dis souvent quand Netflix vous recommande un film que vous n'aimez pas, c'est pas grave, de toute façon, vous prendrez un autre et puis ça fait rien, donc c'est pas très critique. Maintenant, si vous êtes dans un avion où le trafic aérien est géré par un système Thales, en l'occurrence, qui gère plus de 40% de l'espace aérien mondial. Donc il vaut mieux quand même que les systèmes qui font cette gestion-là, ce monitoring du trafic aérien, d'une manière ou d'une autre, aient été validés, vérifiés et présentent quand même un certain degré de sûreté. Alors j'ai identifié ici en gros 3 caractéristiques de ce qui peut justement faire qu'un système d'IA soit un système de confiance. Donc il y a l'explicabilité de ces systèmes. Je vais revenir un peu là-dessus. La validité ou la validation, en tous les cas le fait que le système soit valide, et puis la responsabilité d'un système et en particulier d'un système d'intelligence artificielle. Alors je vais développer un petit peu les 2 premiers points, je reviendrai sur le dernier point à la fin, qui fera peut-être, je suppose, peut-être un lien avec ce que dira Noza, peut-être, parce que je sais qu'elle est sensible aussi à ces sujets-là. Sur l'explicabilité, donc je l'ai un peu effleuré en me disant que, en gros, un système qui n'est pas capable d'expliquer ses décisions ou ses comportements peut devenir très vite problématique. Je veux dire, on voit de plus en plus de systèmes aujourd'hui qui sont utilisés dans des banques pour recommander l'attribution de prêts bancaires, par exemple. Donc, si le système n'est pas capable de dire à la personne à qui on refuse un prêt bancaire pourquoi on lui a refusé un prêt, en disant simplement le prêt a été refusé parce que vous savez, le paramètre numéro 9200, il n'a pas bien convergé pour vous, ou je ne sais pas quoi, c'est pas une explication. Je veux dire, même si le système, même si la réalité ou la traçabilité de la manière dont l'algorithme a fonctionné, c'est ça, mais ce n'est pas une explication. Et on peut voir en fait l'explicabilité des systèmes selon 2 axes, soit un axe qui est que le système
puisse être expliqué a posteriori. Donc il y a un système qui apprend des choses et puis un jour il prend des décisions et qu'on soit capable de dire pourquoi il s'est comporté comme il s'est comporté. Donc c'est le passé des boîtes noires, en fait, de ces systèmes qui sont perçus aujourd'hui comme des boîtes noires à quelque chose d'observable et dont on peut rendre compte avec des concepts qui sont intelligibles par un humain et pas seulement, je veux dire, une traçabilité algorithmique. En anglais, il y a deux mots qui sont différents. Il y a to explain et to explicate, qui ne sont pas la même chose. To explain, c'est vraiment expliquer donc de manière didactique, en tous les cas de manière compréhensible à l'interlocuteur, par l'interlocuteur, donc des comportements ou des décisions. Et to explicate, c'est vraiment retracer retracer le fonctionnement, ce qui n'est pas une explication en soi. Et puis l'autre possibilité, c'est que les systèmes d'IA puissent s'expliquer eux-mêmes. Et en général, c'est ça qu'on attend lorsqu'on commence à être dans des situations où on interagit avec des assistants personnels, par exemple. On s'attend à ce que ces assistants, enfin quels qu'ils soient, enfin, ou ces auxiliaires cognitifs puissent dire pourquoi ils recommandent de prendre telle ou telle décision, pourquoi ils se comportent de telle ou telle façon. Dans des secteurs comme ceux de Thales, si vous avez un copilote virtuel qui dit au pilote, bon, il faut tourner à gauche, tourner de 45 degrés dans 30 miles, il faut que le pilote soit à même de poser la question, mais pourquoi je dois faire ça? Et que le système puisse répondre, oui, parce qu'il y a un gros nuage, c'est parce qu'il y a une menace en face, etc., etc. Et avec des mots et qui sont appropriés au contexte dans lequel le pilote évolue. Donc, par exemple, une interaction qui est adaptée à un contexte de stress, etc. Donc là, ça suppose en fait là, des capacités dites d'introspection de système, donc d'observer lui-même ou d'avoir une sorte de conscience de son propre comportement, ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est pas, même si les mots peuvent paraître un peu, un peu paradigmatiques, si je veux dire, tel que introspection, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des concepts d'introspection depuis très longtemps, dans des formalisations logiques des comportements, notamment les logiques de la connaissance, de la croyance. Il y a vraiment des notions d'introspection. Ça se formalise, il y a mathématiquement, donc c'est des choses qu'on sait manipuler. Et puis, par ailleurs, ça suppose aussi, effectivement, que les systèmes ont cette capacité à interagir de manière intuitive avec des interlocuteurs humains, donc la capacité de comprendre du langage, pas nécessairement du langage naturel, ça peut être du langage multimodal qui combine du naturel avec autre chose, et à générer aussi eux-mêmes du langage, parce qu'on oublie souvent, on pense souvent à la partie compréhension de langage naturel, et on oublie la partie génération de langage naturel, qui technologiquement est aussi complexe que la compréhension du langage naturel, en fait, parce qu'un système peut avoir plein de bonnes choses à dire, plein de bonnes explications à donner, mais s'il n'est pas capable de les formuler dans un langage compréhensible par l'humain et adapté au contexte dans lequel on formule ça, en gros, ça ne sert à rien. Deuxième caractéristique, ou deuxième point qui caractérise justement la confiance, à mon sens, c'est la validité des systèmes. Donc c'est l'aspect sûreté ou sécurité de fonctionnement des systèmes. J'aurais pu mettre critique entre parenthèses, parce que c'est des systèmes en général, mais en particulier des systèmes critiques. Et en l'occurrence, donc, la conformité, le fait que les technologies qui sont développées sont conformes aux spécifications qui en sont faites ou dont ces systèmes-là, normalement, sont censés rendre compte. Aujourd'hui, la plupart des systèmes qui sont développés dans des contextes, je veux dire, plutôt de relations clients, etc., ce pas des systèmes qui ont des spécifications claires, bien établies. Donc, c'est des choses qui se développent un peu au fur et à mesure. Je veux dire, ce que les grands du numérique, les géants du numérique au niveau mondial mettent en place comme application, ce pas des choses qui ont des spécifications pour lesquelles on peut vérifier justement la conformité. Donc, parce que dans la plupart des cas, ce pas non plus des systèmes critiques. Maintenant, quand les systèmes deviennent critiques, les systèmes qui sont censés faire du diagnostic médical et de recommander des traitements, par exemple, là, pour le coup, il faut quand même vérifier qu'on fait bien ce qu'il faut. Et vérifier ce qu'il faut, ça veut dire montrer que le système fait ce qu'on attend de lui, tout ce qu'on attend de lui et que ce qu'on attend de lui.
Donc, je dis souvent, c'est la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Donc, les trois choses disent des choses, en fait, des choses très différentes et assez précises. Alors, j'ai mis un point d'interrogation en rouge sur et que ce qu'il est censé faire. Un système doit faire ce qu'il est censé faire, tout ce qu'il est censé faire et que ce qu'il est censé faire. Certains disent peut-être qu'un système d'IA doit aussi surprendre et qu'il ne faut pas qu'on sache, qu'on arrive à circonscrire un peu son périmètre d'action d'emblée. C'est discutable, encore une fois, ça dépend ce qu'on entend par périmètre d'action et ça dépend aussi dans quel contexte le système agit. Est-ce que le contexte est critique ou ne l'est pas? Le deuxième point que je voudrais évoquer concernant la validité des systèmes, c'est les méthodes de validation des systèmes. Justement, d'aucuns disent, oui, un système d'IA, c'est un système expérimental, donc il faut mettre en œuvre, tester, et puis recommencer, et puis on regarde. C'est encore une fois discutable. Ça peut marcher dans un certain nombre de cas pour les systèmes justement à base d'apprentissage et quand on n'est pas dans des contextes critiques. Dans des contextes un peu plus critiques, l'expérimentation, voilà, il y a des expérimentations qui peuvent être douloureuses. Donc il faut faire attention à ce qu'on est en train d'expérimenter et comment est-ce qu'on circonscrit les choses. Et notamment pour les systèmes dits à apprentissage continu, donc qui continuent d'apprendre, il faut arriver à établir des méthodes qui vérifient qu'on ne régresse pas, que des propriétés qu'on a établies à un moment donné, on ne les perd pas par le fait même que le système continue d'apprendre. Donc ça, alors on est vraiment à l'aube des recherches technologiques un peu sur ces domaines-là. Donc c'est pas, il y a quelques premiers résultats, mais on n'est pas encore en régime de croisière, loin s'en faut. Et je pense qu'une des approches, notamment qu'on adopte chez Thales aujourd'hui, c'est le fait d'encapsuler les systèmes qui sont dirigés par les données, donc des systèmes à base d'apprentissage, dans des enveloppes qui, elles, sont validables. Ça veut dire que, je vais pas, on m'a dit de ne pas faire trop technique en fait ici, mais en gros, en IA, il y a l'IA qui, elle, est statistique, stochastique à base de données, et puis de l'autre côté, il y a une IA qui est un peu plus explicite, un peu plus formelle, avec des principes où on cherche un peu les invariants du comportement intelligent. Et l'idée, c'est justement pour des systèmes à base d'apprentissage qui sont plutôt non déterministes, dont la validation comme ça intrinsèque pose problème parce que leur spécification même pose problème, c'est de les d'encadrer ces systèmes par des principes justement qui, eux, sont validables, dont on peut justement vérifier la conformité par rapport à des spécifications ou par rapport à des attentes. Voilà, et pour le coup, une trajectoire vertueuse aujourd'hui en termes de technologie, c'est vraiment l'hybridation des approches entre une approche qui, elle, est dirigée par les données et puis une approche qui est plutôt basée sur des modèles explicites. Voilà, donc je pense que François va nous dire en fait comment est-ce qu'on va faire tout ça. C'est une mission lourde. Donc je te passe la parole et puis je reviendrai pour dire quelques mots sur le troisième critère de confiance, à mon sens, qui est celui de la responsabilité. Bonjour, merci David. Bon, tu m'as mis la barre haut. En fait, je vais dire des choses qui vont reprendre un certain élément de David. Bon, d'une part parce qu'on est d'accord, et pour remettre un petit peu le contexte sur lequel on réfléchit sur l'IA de confiance. Donc, à titre de clin d'œil, l'année dernière, j'avais fait une présentation autour de l'IA et des activités du département, et j'avais conclu en disant les logiciels font tourner le monde. Nous, on s'attache à ce que les logiciels fonctionnent. Et donc, pour l'IA, ça sera quoi le contexte? Donc, premier élément, c'est repartir sur cette notion de système de confiance, de système critique. La pratique actuelle qui fait qu'on a des systèmes qui fonctionnent bien et qui sont basés sur un processus qui est maîtrisé sur tout le long du cycle, avec une formalisation des exigences, un raffinement des exigences, une traçabilité, la formalisation de la traçabilité, des modèles de système, des implémentations, des mesures, un certain nombre de choses. Et derrière ça, en général, dans la très grande majorité, les systèmes sont sur un paradigme que j'appelle procédural. Il faudrait peut-être trouver un meilleur nom, mais on part de l'exigence, on va sur des fonctions, on va sur des sous-fonctions, on finit sur des actions élémentaires qui se traduisent dans du hardware ou des instructions sur du hard à la fin.
et qui a une démarche avec une décomposition analytique, avec la continuité quelque part d'un même paradigme qui est ce paradigme d'action, d'enchaînement d'actions, de décomposition des actions. Ça marche bien. Le cœur, quelque part, c'est l'algorithme. C'est ça qui tire les gens. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on voit chez les programmeurs. C'est tout de suite, ils essayent d'implanter l'algorithme. On leur dit, bon, attendez, réfléchissez, faites vos specs, mais finalement avec des concepts qui ressemblent, qui sont ces actions qu'on enchaîne, qu'on assemble. Et ça a mené à une excellence française, académique et industrielle, qui nous met au top niveau mondial. Je ne sais pas si on est les premiers pour faire écho aux présentations de ce matin, mais en tout cas, on n'a pas à rougir, on est vraiment très très fort, on a des industries très fortes sur tous les systèmes qui sont dans ce domaine-là. Et une recherche aussi très active et très forte, très solide. Donc, côté intelligence artificielle, il y aura des problématiques multiples. Ça a déjà été un peu évoqué par David. Et là, je vais distinguer de manière un peu artificielle, puisque c'est une intelligence artificielle, une partie plutôt raisonnement logique et une autre plutôt apprentissage. Côté raisonnement logique, pour donner des exemples, on a globalement ce qu'on peut appeler des systèmes inférentiels qui vont donner des systèmes de contraintes, des systèmes multi-agents, des systèmes experts. Bon, les choses ne sont pas toujours complètement catégorisées, hein. Ça peut se mélanger, il y a une grande variété. Mais globalement, on comprend qu'il y a une logique qui sert à construire, en fait, toute la définition du système. Et puis, les systèmes d'apprentissage, qui sont quelque part des systèmes à base d'exemples, qui vont servir à apprendre, à valider. Globalement, qu'on peut appeler ça des systèmes de perception au sens large. Et ça, c'est important, je reviendrai dessus. Donc, typiquement, reconnaissance d'images, analyse de texte et traitement de données aussi, hein, traitement de données radar. Donc, l'humain ne perçoit pas le radar, mais finalement, on retrouve le même type de démarche. Derrière ça, donc, si on reprend l'aspect des systèmes basés plutôt sur la logique, donc l'intérêt, c'est qu'on va avoir une définition formelle du système. Donc ça, c'est quelque part confortable parce qu'on se dit on a une définition formelle du système, on devrait arriver à projeter notre savoir-faire, nos processus, nos techniques d'analyse, de méthodes formelles pour faire de la preuve interactive ou automatique, du test, avoir des notions de conformité, avoir des processus maîtrisés. Il y a un sous-cas de ces systèmes qui est intéressant, qui est le mixte entre l'apprentissage et le formel, c'est quand on utilise l'apprentissage pour implanter une fonction qu'on saurait développer par des méthodes classiques, typiquement du pilotage de drone, un système anti-collision de drone. On a toutes les équations du système, on sait formaliser les exigences, on sait ce qu'on attend en sortie en fonction des entrées, mais il se trouve qu'une implantation par apprentissage peut avoir des intérêts, par exemple un facteur 1000 sur l'empreinte mémoire obtenue, donc des fois c'est tentant. Et dans ce cadre-là, on peut se dire qu'on devrait arriver aussi encore à projeter les approches à base de méthodes formelles et les processus associés pour valider ce type de système. Bon, et bien sûr, il y a des verrous, hein, il y a des passages à l'échelle, des systèmes experts avec des milliers ou des millions de règles mises les unes à côté des autres de manière déclarative. Ce n'est pas du tout un système structuré avec une approche itérative de composition-décomposition. Donc il y a probablement des choses et des enjeux et des verrous de passage à l'échelle à traiter. Tout ce qui va être lié à la gestion des nombres réels de manière intensive dans ce genre de système, les données structurées, etc. Et puis bien sûr les approches probabilistes qui sont relativement peu développées dans les méthodes formelles pour les systèmes critiques, qui n'en avaient pas forcément besoin, ou alors très en amont, mais pas forcément dans l'implantation. Donc là, il y a également tout un champ à construire et à développer. Bon, on peut dire que ce volet-là, on va l'aborder. On saura probablement le traiter en y mettant les efforts. Maintenant, quid de la perception, notamment par l'apprentissage? Donc ce qu'on est tous d'accord, c'est de dire bah oui, on est bluffé, c'est époustouflant, c'est génial, ça marche, etc. Il y a un potentiel d'application énorme, il en sort tous les jours. Mais ce qui est clé quand on reprend cet aspect ingénierie système, c'est qu'on change de paradigme. Comme l'a évoqué en fait David, on va passer sur la donnée qui va être le cœur du processus. Et c'est de la donnée de masse. Et il y a beaucoup d'approches expérimentales. C'est-à-dire que finalement, l'algorithme qu'on va mettre dans le réseau... C'est très intéressant, je vous invite tous d'y aller, mais après la présentation. Les présentations, enfin après la session de ce matin, voilà, soyons clairs.
Donc cette approche expérimentale où finalement on va avoir un algorithme qui sera plus ou moins toujours le même, et puis tout va se jouer sur la configuration, sur les paramétrages, et ça va se faire sur le cas, sur l'application qu'on va maîtriser, en jouant sur un certain nombre de choses. Et donc ça change complètement par rapport aux pratiques qu'on a dans les systèmes critiques qui ne tolèrent pas trop ce genre d'approche. Ensuite, ce qu'on obtient, ça marche très bien, c'est époustouflant, c'est bluffant, on le veut tout de suite, mais tout de suite, il y a des chercheurs qui nous disent « Attention, c'est génial, mais de temps en temps, ça bug ». Bon, on va reconnaître un pingouin dans une image où clairement, nous, c'est pas un pingouin. Et ça, c'est important parce que la reconnaissance du pingouin, c'est une fonction humaine de perception. Et ce qu'on cherche, c'est de singer cette fonction. Et donc, si le système, de temps en temps, il dit n'importe quoi, c'est quand même assez gênant. On sait perturber un petit peu le système pour qu'il prenne un panneau stop pour un panneau de limitation à 80, ce qui, dans le cadre d'un véhicule autonome, peut quand même poser un certain nombre de problèmes. Et ces perturbations sont éventuellement relativement faibles et pas compliquées à mettre en œuvre. Là, dans l'exemple, c'est quelque chose de visible, mais pas de choquant pour l'humain. Après, on peut faire des choses plus subtiles. L'état de l'art progresse très vite dans tout ce qui est perturbation des systèmes. Et puis, bon, dans la presse, on a vu un certain nombre de cas où c'est clairement un problème de processus, c'est-à-dire qu'on ne sait pas poser suffisamment les questions de biais sur la base de données d'apprentissage. Et donc, du coup, l'appareil photo ne va pas reconnaître des gens qui ont une couleur de peau un petit peu trop sombre ou qui ont un visage de type asiatique. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas mort d'homme, c'est un peu gênant, c'est des problèmes de marketing, on les laisse gérer, mais ça montre quand même que dans le processus, il y a vraiment un problème de maîtrise et quelque part de base de biais. J'ai bientôt fini. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui, en ce moment, disent « Bon, mais qu'est-ce qu'on fabrique ?» Alors, bien sûr, on est en train de faire n'importe quoi, mais surtout, quel est l'objet qu'on fabrique? Il va falloir comprendre l'objet qu'on fabrique. Et c'est des acteurs aussi bien dans des grandes universités américaines que chez Google, que dans un autre sorte d'université qui remettent au cœur, finalement, la méthode de fabrication dans les systèmes d'apprentissage et essayer de dire il faut qu'on extrait une compréhension de ce qui se passe dans ces systèmes. Et donc la compréhension, c'est un vrai enjeu. Parce que si on veut passer d'un système critique, d'un process où on a des systèmes critiques, où tout est formalisé, où on maîtrise bien les choses et on sait les mettre dans un avion et on n'est pas inquiet sur le fait que l'avion va voler correctement, et mettre ça avec des systèmes d'apprentissage qui vont prendre des fonctions de plus en plus larges et qui vont capturer en fait un ensemble de fonctions qui étaient élémentaires précédemment, il faut qu'on se repose toutes ces questions et qu'on donne des réponses sur comment on formalise une exigence quand l'exigence, c'est « voici ma base d'apprentissage, je veux reconnaître un panneau stop ». Ce n'est pas encore tout à fait formel. Ensuite, quand on a fait notre modèle, on a obtenu le système, il marche bien, mais comment on évalue que ce modèle est correct par rapport à une référence? Quelle est la référence? Comment on construit la référence? Est-ce qu'on continue à faire que de l'expérience, du test, de l'essai-erreur? Ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Et puis, dans ces systèmes, les techniques de fabrication leur donnent peut-être des propriétés intrinsèques ou des défauts de propriétés intrinsèques qu'on peut analyser, aller rechercher, remonter pour signaler un certain nombre de choses. Donc la clé, c'est que dans ces systèmes d'apprentissage, si on veut se les mettre dans le critique, on n'a pas en fait de théorie de référence qui vont nous fournir des modèles bien formalisés de référence. C'est lié en particulier par le fait qu'on essaye de capturer et de reproduire des capacités humaines et que on n'a pas forcément le modèle de ce que c'est que la vision, l'audition chez l'humain et encore moins la compréhension probablement. Donc c'est un problème, mais c'est un problème avec une urgence. Parce que comprendre comment fonctionnent ces systèmes, arriver à mettre une approche plus formalisée des théories, il faut le faire très très vite. Parce que pour redonner un exemple, dans le critique, il faut des dizaines d'années pour changer de paradigme. Quand on a introduit le multitâche dans les systèmes critiques, ce n'est pas les premiers OS multitâches qu'on a mis, c'est des OS évolués avec des dizaines d'années d'investissement, avec des dizaines d'années de R&D, des évolutions sur les processus, sur les standards, sur les référentiels normatifs. Tout ça, ça a pris énormément de temps. Si je prends un autre exemple, introduire la preuve formelle pour valider un programme pour remplacer des tests unitaires, ça a pris également des dizaines d'années chez des acteurs forts comme Airbus qui ont également joué au niveau des normes. Donc, c'est des processus dans le critique où on ne fait pas ça, ça marche, faites-moi confiance, ça marche bien.
Donc, il faut très vite travailler sur ces problèmes de confiance, de compréhension et de formalisation, et construire les référentiels des normes à la fois sur les processus, pour éviter les biais, etc., et des normes sur comment on qualifie et comment on certifie ce type de système. À la date d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors, si on va dire, il n'y a pas de loi, donc il n'y a pas de faute, donc il n'y a pas de problème, oui, mais ça ne suffit pas à faire la confiance. Donc pour conclure, je vais revenir sur mon slide de départ. Donc on peut se dire que dans quelques années, c'est les intelligences artificielles qui vont faire tourner le monde et qu'on a à garantir que ces IA fonctionnent. Pour ça, c'est un travail d'équipe avec un certain nombre de domaines. Bien sûr, l'intelligence artificielle, on ne peut pas se passer de ceux qui savent fabriquer ces systèmes. Les méthodes formelles pour donner un cadre, au moins en termes de processus, sur qu'est-ce qui se passe. De l'analyse numérique, parce que le métier d'aller comprendre ce qu'il y a dans les algorithmes, ce qu'il y a dans ces données, c'est des métiers de numériciens pour aller essayer d'extraire des éléments. Et puis bien sûr les neurosciences, parce que si on parle de mimer des perceptions, enfin de capturer des perceptions ou des fonctions humaines, eh bien tout le savoir-faire et toutes les connaissances qu'on est en train d'acquérir dans les neurosciences sera essentiel. Et puis bien sûr, comme je l'avais un petit peu évoqué, prendre en compte les problèmes de société, d'éthique, de loi, de régulation et de normes, ce qui m'amène à passer la parole à David sur le sujet responsabilité, qui va conclure cette présentation. Merci François. Merci pour ces éclairages tout à fait intéressants. Oui, je voulais donc juste terminer. On voulait quand même parler un peu de responsabilité. Comme je l'ai dit, effectivement, que l'un des critères aussi de confiance, c'est la responsabilité des systèmes. Alors évidemment, le sujet, c'est quoi la responsabilité ? Enfin, c'est un sujet en soi, la définition de qu'est-ce que c'est qu'un système responsable. C'est responsable vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, dans la doxa ambiante, il y a plein de concepts qui sont manipulés, responsabilité, loyauté, neutralité, non-discrimination, enfin il y a tout un tas de choses. Et à un moment, il faut quand même arriver un peu à formaliser tout ça et au moins à s'entendre sur la terminologie. Enfin, Camus disait mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Donc je pense que et aujourd'hui, dans pas mal de cas, les choses sont nommées en tous les cas de manière très conjoncturelle et selon les personnes, selon les contextes. Donc on pense qu'on entend la même chose, mais en réalité, c'est des choses différentes. En tous les cas, là j'ai juste choisi de mettre en avant 3 points qui me semblent importants justement relativement à cette notion de responsabilité. C'est la problématique des données, notamment pour les systèmes justement à base d'apprentissage. La qualification des données, le fait d'arriver à minimiser des biais dans un corpus d'apprentissage est un sujet en soi. On a vu les mois précédents quelques écueils assez sérieux dans certains cas où on voyait ce que des données biaisées qui ont servi à un système, à faire apprendre un système automatique, ce à quoi ça a conduit en termes justement de discrimination, de non-neutralité et puis de comportement déviant. Et la réponse ne peut pas être oui, mais c'est dans les données. Un corpus de données, il contient des biais, de toute façon, je veux dire par définition. Donc, comment faire en sorte de débiaiser le plus possible un corpus, en tous les cas, de le rendre, de l'amener vers une certaine responsabilité dans la production du modèle qu'il est censé produire. Donc, ça, c'est un premier point. Et je pense que l'équilibrage, justement, des corpus de données par des données entre des données issues de l'utilisation réelle, des données de simulation et des données synthétiques, parce que ça, c'est un autre sujet. On commence de plus en plus aussi à travailler sur une manière de générer des données synthétiques pour compléter ou pour débiaiser des corpus d'apprentissage. C'est des défis aujourd'hui pour les technologies d'intelligence artificielle qui sont dirigées par les données. Le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est celui de l'auditabilité ou de la redevabilité des algorithmes, donc, ou des systèmes en général. Donc c'est la capacité qu'on peut avoir de vérifier qu'un système, il se comporte de la bonne manière. Et donc, les systèmes doivent, d'une façon ou d'une autre, être auditables. On ne peut pas effectivement juste dire, effectivement, c'est des boîtes noires, voilà, ils ont appris quelque chose, et puis après, ils se comportent selon une certaine façon. Donc, ça reprend le premier point, en fait, l'un des points que j'évoquais sur la validation, qui est celui aussi de l'observabilité des systèmes, la capacité à observer
à certains endroits le comportement d'un système et à l'observer à un niveau qui conceptuellement est intelligible pour un humain, c'est un critère de responsabilité également pour ces systèmes-là. Et enfin, donc là j'ai parlé tout à l'heure du fait d'encapsuler les systèmes par les systèmes à base d'apprentissage par justement des principes qui, eux, sont validables, cette idée d'encadrement revient, j'allais dire, justement sur le critère de responsabilité, qui est que la conception de systèmes responsables doit être effectivement, le mot à la mode aujourd'hui, c'est by design, donc c'est par construction, mais ça veut dire quand même quelque chose, ça veut dire que les principes qui sont censés servir de garde-fou à des comportements, à des systèmes d'intelligence artificielle doivent être inhérents en fait à la conception de ces systèmes, que ces principes soient relatifs à des lois, des normes, des standards, de la régulation, voire des comportements éthiques, quoique la définition de la notion éthique est aussi un peu, et aussi, j'allais dire, c'est aussi une notion relative et qui peut être assez problématique dans beaucoup de cas. En tous les cas, des principes natifs pour l'encadrement des algorithmes, c'est probablement aussi là la trajectoire vertueuse vers des comportements responsables au sens large du terme. D'aucuns diraient responsable aussi, un système d'IA est responsable s'il essaye de minimiser sa consommation d'énergie, etc. Donc là, on peut aller vers une foultitude en fait d'acception de la notion de responsabilité quand on avance par là. Voilà, donc voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas une conclusion, c'est plutôt une ouverture vers tout un champ de réflexion, et je pense qu'on est à l'aube d'une aventure. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la mise en œuvre de systèmes d'intelligence artificielle, et à travers ces questions d'éthique, en fait, permettent aussi de se poser des questions sur l'éthique humaine elle-même. Donc, parce qu'il y a plein de questions qu'on ne se posait pas du tout concernant des humains. On ne se demandait pas, est-ce qu'un humain qui conduit une voiture et qui se trouve dans telle ou telle situation, est-ce qu'il va choisir d'écraser des piétons ou est-ce qu'il va aller dans un mur? C'est des questions en fait, qui se posent pour des systèmes artificiels et pour le coup qui reposent aussi aux humains la question sur leur propre éthique de manière générale. Voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions, François et moi sommes là pour y répondre. On va déjà remercier David et François. On est un petit peu en retard, donc on va prendre juste quelques questions. Oui, bonjour, Thierry Ladret de Renault. Merci pour cette présentation très claire. Il y a un mot que je m'attendais moi à entendre quand on parle d'IA de confiance, c'est le mot robustesse, qu'on pourrait définir comme la capacité du système à bien se comporter dans les situations inhabituelles ou du moins qui n'ont pas été spécifiquement apprises. Et je ne l'ai pas entendu, sauf erreur. Il y a un mot que j'ai utilisé et je pense qu'à mon avis, pour utiliser un mot savant, il subsume la robustesse, c'est le mot sûreté. J'ai l'impression que la sûreté de fonctionnement, c'est quelque chose qui inclut entre autres la robustesse, la résilience et le fait d'être conforme au bon comportement. Être robuste, c'est également ça pour moi. Mais vous avez raison de souligner le fait qu'effectivement que c'est un critère important de la sûreté de fonctionnement. Oui. C'était implicite dans les propriétés intrinsèques des systèmes. Donc dans ces propriétés, c'est clair qu'il y a la robustesse, il y a la stabilité, mais il y a probablement des propriétés aussi à inventer, parce que qu'est-ce que veut dire que robustesse dans un système à apprentissage? Voilà, c'est des questions ouvertes, mais c'est clair que c'est essentiel. Une autre question? Non. J'ai toujours mon problème de vision à 180 degrés. Monsieur Pleven. Bon, Pierre, tu me connais. Je vais reposer la même question que tout à l'heure. Toutes ces recherches sur la transparence des algorithmes, la robustesse, etc., est-ce que tu pourrais l'exprimer en termes business? Est-ce que c'est un avantage compétitif ça pourrait devenir un avantage compétitif pour l'industrie européenne? Tu vas reposer la même question que tout à l'heure, donc je te fais confiance. Malheureusement, je n'étais pas là tout à l'heure, mais je te crois que tu l'as posée. Je ne sais pas ce que la personne à qui tu as posé la question a répondu. Je pense que... Alors,
Je pense que sur des sujets, alors je vais m'aventurer un petit peu, mais quand même, sur des sujets, des business tels que du domaine du B2C, du domaine des GAFA aujourd'hui, je pense que l'industrie européenne a forcément, je dirais, un chemin un peu complexe et un peu difficile pour prendre le lead de ce type de domaine business. Parce que, si j'ose dire, la place est déjà prise. Donc on peut effectivement faire des choses, mais voilà, la question du lead se pose de manière assez délicate. Maintenant, je pense que dans des domaines tels que ceux des systèmes critiques, je pense que là, on a une vraie opportunité d'un positionnement français et européen, et donc au niveau international, sur les technologies d'intelligence artificielle, et notamment sur des technologies de confiance. Et là, quand tu dis est-ce qu'il y a un vrai business, je veux dire, on n'a pas le choix. C'est faire de l'IA dans des systèmes critiques, de l'IA qui n'est pas de confiance, c'est juste pas faire de business. Là, vendre un système de gestion de trafic aérien qui n'est pas sûr, qui intègre de l'IA, c'est juste non vendable. Ce que nos clients attendent de nous aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est qu'on leur vende des systèmes où la confiance est prouvée. Elle n'est pas décrétée, elle n'est pas déclarée. Je veux dire, quand tu utilises une application d'un GAFA quelconque, personne ne te dit « Ah bah tiens, là, la sûreté de fonctionnement de ce système ou la confiance, elle a été prouvée ». Par contre, quand tu prends un avion, bah, écoute, ou un train, ou quand tu utilises même un système de maintenance prédictive, eh ben, la confiance que tu as normalement dans ce système-là, elle doit avoir fait l'objet de preuves. Et donc, le business, il est directement lié à ça. C'est j'achète si tu prouves que je peux avoir confiance en ça. Donc l'impact business, pour moi, il est pas seulement grand, il est juste conditionné par ça. C'est-à-dire que sinon, il n'existe pas. Si tu veux faire du business là-dedans, dans les systèmes critiques, eh ben, avec des technologies d'IA, il faut que l'IA soit une IA de confiance prouvée. Tu es d'accord? Eh ben voilà. Bon, voilà. Okay, je pense qu'on va encore remercier David et François.